D'où regardez-vous? Indiquez le nom de votre ville et de votre pays dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces histoires peuvent se propager. Et si vous appréciez les mystères sombres, les histoires intenses et les récits qui vous laissent avec des questions même après la fin, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Le crépuscule sur la vallée de la Loire apportait un épais brouillard qui semblait émaner directement des eaux calmes du fleuve, enveloppant les vignes et les pierres anciennes du château de la Roche-Muet. Julien observait l'obscurité progresser du haut de l'escalier de marbre, ajustant distraitement les poignets de sa fine chemise de lin, dont les boutons de manchette en argent arboraient les armoiries fastueuses de sa famille. Il n'appartenait pas à ce monde d'opulence et d'apparence, mais sa présence y était une nécessité chirurgicale. En tant que restaurateur en chef chargé de remettre le palais en état avant le grand bal d'automne, il connaissait la moindre fissure sous le faux or des murs. De l'autre côté du grand hall, sous l'éclat oppressant d'un lustre en cristal de Murano, se tenait la silhouette du prince Henri de Valois, propriétaire du château. Un homme dont l'arrogance était à la hauteur de la fortune qu'il avait héritée. Henri, un verre de champagne à la main, gesticulait en riant bruyamment d'une plaisanterie qui ne semblait faire rire aucun de ses invités, démontrant ainsi l'emprise absolue qu'il exerçait sur l'assemblée. Le contraste entre les deux hommes était frappant. Julien portait les marques du labeur et la gravité de celui qui comprend le poids du passé, tandis qu'Henri affichait la légèreté artificielle de celui qui croit que l'argent peut acheter l'oubli et effacer toute tache de l'histoire familiale. Le conflit silencieux qui les opposait prit une tournure plus nette lorsque Henri s'avança d'un pas ferme vers Julien, interrompant l'analyse que le restaurateur faisait d'un immense miroir baroque installé au centre de la salle de bal. Sans un mot, le prince frappa le miroir de sa bague sigillaire, produisant un son sec qui résonna dans la pièce partiellement vide, exigeant que les travaux dans l'aile ouest soient accélérés à tout prix, quitte à ignorer les protocoles de conservation du patrimoine. Julien soutint le regard froid du noble, refusant de baisser la tête, et désigna du bout des doigts une étrange tache sombre qui commençait à apparaître derrière le reflet déformé du prince. Une imperfection qui n'existait pas la veille et qui semblait résister à tous les produits nettoyants. Au lieu d'exiger des explications ou de crier, Henri pâlit légèrement un instant, déglutit difficilement, puis ordonna d'une voix soudain rauque que le miroir soit recouvert d'une épaisse bâche jusqu'à l'arrivée des invités. La réaction impulsive de l'aristocrate sema le doute dans l'esprit de Julien, qui comprit que la peur dans les yeux d'Henri ne concernait pas un simple retard, mais quelque chose de bien plus profond et sombre, enfermé derrière ces portes dorées. Tandis que les domestiques allumaient les centaines de bougies pour la réception, l'atmosphère du palais s'alourdissait, une ambiance lugubre presque suffocante. Julien quitta le hall principal et se dirigea vers le couloir du fond, où le son étouffé, presque funèbre, des violons répétant dans la galerie supérieure se mêlait au craquement naturel du vieux bois. Il savait que le château recelait des secrets que les livres d'histoire français officiels préféraient passer sous silence, notamment les événements survenus durant les années les plus sombres du siècle dernier, lorsque la propriété avait servi de refuge à l'aristocratie collaborationniste. En inspectant le seuil d'une des portes latérales, Julien remarqua une traînée presque imperceptible de poussière et de suie récentes, provenant d'un passage de service qui aurait dû être scellé depuis des décennies, signe d'une présence récente. Dehors, le rythme de la nuit s'accélérait, avec le bruit des premières calèches et voitures de luxe franchissant les grilles en fonte, mais à l'intérieur, dans les recoins obscurs du manoir, le temps semblait s'étirer de façon menaçante. Le restaurateur rangea ses outils dans son étui en cuir, conscient que l'opulence de cette soirée de gala ne serait qu'une fragile façade dissimulant une vérité qui insistait pour émerger des ombres de la structure de pierre même. Au fil de la nuit, le château de la Roche-Muet se métamorphosa en une fourmilière humaine drapée de soie et de velours, un spectacle d'ostentation qui contrastait fortement avec la froide rigidité des murs de pierre de la Loire. Sous la lueur vacillante des bougies, les fresques du plafond,
représentant des nymphes et des dieux déchus, semblaient s'animer d'un mouvement grotesque, tandis que le parfum des fragrances onéreuses ne parvenait pas à masquer la subtile odeur de moisie et d'humidité émanant des fondations de la propriété. Julien se faufilait comme une ombre parmi les invités de la haute société parisienne, observant comment l'atmosphère influençait le comportement de cette élite. Il baissait la voix en passant devant les portraits des ancêtres d'Henri, dont les yeux peints à l'huile semblaient juger la décadence des temps nouveaux. L'architecture du palais, avec ses couloirs se terminant par des angles inexplicables et ses fausses portes camouflées par des tapisseries des Gobelins, fonctionnait comme un labyrinthe psychologique, où l'opulence ne servait qu'à intimider et à renforcer la souveraineté que la lignée des Valois exerçait dans la région depuis l'Ancien Régime. Parmi les personnes présentes, le capitaine Renard se distinguait. Vétéran de la gendarmerie locale, ses cheveux blancs et la cicatrice sur son front témoignaient d'une vie d'affrontement. Il maintenait une posture vigilante près de la sortie de secours de l'aile ouest. Renard connaissait les subtilités de la transition du pouvoir dans la France d'après-guerre, et croisant le regard de Julien, il fit un léger signe de tête, indiquant que sa présence n'était pas purement mondaine, mais qu'il assurait une protection invisible aux moindres faits et gestes du prince. Henri, quant à lui, arpentait le hall, exhibant sa nouvelle fiancée, Élise, jeune héritière de la bourgeoisie industrielle lyonnaise. La pâleur et le sourire mécanique de sa jeune épouse trahissaient le poids d'un mariage arrangé par pur intérêt financier. À chaque toast, la motivation d'Henri se précisait. Il avait besoin de l'argent d'Élise pour éponger les dettes colossales qui menaçaient de vendre le château aux enchères, tout en usant du prestige de son titre pour offrir à sa famille une place dans les cercles les plus exclusifs et fermés de la vieille Europe. Julien profita de la distraction générale provoquée par le premier discours de la soirée pour se diriger vers la bibliothèque privée, une pièce aux murs lambrissés de chênes sombres où les bruits de la réception lui parvenaient comme un écho lointain et déformé. En caressant du bout des doigts les reliures en cuir des registres familiaux, il remarqua que les pages relatives à l'hiver 1944 avaient été méticuleusement découpées au cutter, ne laissant subsister que des moignons jaunis, témoins d'une censure délibérée. Les serveurs, qui servaient foie gras et grands crus, respectaient scrupuleusement les règles de la gastronomie et du protocole français, mais une tension latente se dégageait de la précision de chaque geste, comme si chacun savait que ces règles rigides étaient le seul rempart contre le chaos. En arrière-plan, le tic-tac d'une horloge à pendule de l'époque Louis XIV rythmait les heures, accentuant le sentiment d'enfermement et soulignant que, sous le vernis de cette célébration, chacun jouait en silence un jeu de survie sociale, soucieux de préserver les apparences. Lorsque les horloges de bronze du palais sonnèrent 11 heures, l'atmosphère festive laissa place à une étrange morbidité qui s'infiltrait par les interstices des fenêtres ogivales. Julien remarqua que la tache sombre sur l'immense miroir baroque, auparavant dissimulé par la toile qu'Henri avait fait installer, s'était étendue sous le tissu, laissant couler un filet de liquide visqueux et sombre qui tachait désormais le parquet en chêne verni. Lorsqu'un serveur trébucha près du miroir et laissa tomber un plateau d'argent, le bruit métallique interrompit les conversations dans le hall, poussant Henri à arpenter la pièce d'un pas frénétique. Avant que le noble n'ait pu crier, la lourde toile glissa d'elle-même au sol, révélant le cadre doré entièrement recouvert d'une épaisse suie qui dessinait la silhouette nette d'une figure humaine agenouillée, la tête semblant penchée sur le côté dans une expression de désespoir absolu. La réaction de l'élite présente fut un murmure de répulsion contenue, mais Henri, d'une agressivité excessive, empoigna Julien par le col devant tous et l'accusa de sabotage et de vandalisme contre le patrimoine des Valois. Le capitaine Renard intervint aussitôt, repoussant la main du prince avec une fermeté empreinte d'une autorité ancestrale, exigeant le calme tout en jetant un regard soupçonneux au dessin carbonisé sur le verre. Élise, la fiancée d'Henri, recula d'un pas,
les mains tremblantes sur la bouche, lorsqu'elle remarqua que la silhouette dans le miroir avait exactement la même forme qu'une broche ancienne qu'elle avait trouvée quelques jours auparavant dans la chambre principale, un bijou ayant appartenu à la première épouse du grand-père d'Henri, mystérieusement disparu dans les années 1940. L'atmosphère changea radicalement. La crainte du scandale et les accusations directes de l'aristocrate entraînèrent Julien au cœur d'une conspiration, transformant ce qui aurait dû être une soirée de gala en un tribunal silencieux. Pour ne rien arranger, un vent glacial souffla soudainement des galeries supérieures, éteignant la moitié des bougies des lustres et plongeant les extrémités de la salle dans une obscurité impénétrable qui isola les invités au centre de la pièce. Henri refusa d'interrompre le bal, affirmant que rien ne gâcherait la réception qui garantirait ses affaires, et ordonna aux musiciens de reprendre leurs prestations. Mais les notes des violons sonnèrent désormais faux, traînantes, empreintes de la terreur qui s'était emparée des instrumentistes. Julien, libéré de l'emprise du prince, comprit que les portes principales en fonte avaient été verrouillées de l'extérieur et que les clés de sécurité avaient disparu du panneau de sécurité, révélant que le confinement de cette nuit n'était pas un accident géographique ou météorologique, mais un piège méticuleusement tendu. Chaque nouvel obstacle qui surgissait anéantissait toute possibilité de fuite ou de déni, forçant les visages lourdement maquillés à se confronter à la réalité. Le château réclamait une dette historique de sang et de silence. Le confinement forcé transforma la salle de bal en une véritable cocotte-minute, où les alliances superficielles de l'aristocratie commencèrent à s'effriter sous le poids de la peur. Élise, prenant discrètement ses distances avec son fiancé, s'approcha de Julien dans un coin sombre de la galerie, la voix étranglée par l'émotion et les yeux rivés sur le bijou qu'elle dissimulait dans sa main. Elle lui confia que ses parents savaient que la fortune des Valois était entachée, mais qu'ils avaient accepté ce mariage arrangé pour sauver leurs propres entreprises de la faillite. Or, elle avait découvert des lettres cachées dans la doublure d'une vieille valise, suggérant que le grand-père d'Henri avait financé la fuite d'officiers fugitifs à la fin de la guerre en échange de l'or qui avait servi à la construction du palais. Cette révélation reliait le désespoir financier actuel d'Henri à une lignée de crimes, tant humains qu'institutionnels, transformant le mariage en une farce grotesque qui menaçait désormais la vie de tous les présents. Entre-temps, la pression temporelle s'intensifiait à mesure que les générateurs du château commençaient à faiblir, provoquant des clignotements intermittents de l'éclairage électrique avant son extinction complète, ne laissant subsister que la lueur des bougies qui fondaient rapidement. Le capitaine Renard profita de la pénombre pour confronter Henri près du miroir coloré, lui révélant que la gendarmerie enquêtait depuis des décennies sur la disparition d'un groupe de résistants locaux dans les environs en 1944. La discussion entre les deux hommes s'envenima sans qu'ils ne reprennent leurs arguments précédents. Renard ne cherchait plus seulement à maintenir l'ordre, mais aussi à mettre un terme à une quête personnelle de sa jeunesse, tandis qu'Henri, acculé par la ruine physique et morale imminente, se défendait avec acharnement, affirmant que les secrets de sa famille disparaîtraient avec lui. Julien comprit que les intrigues secondaires s'entremêlaient autour du conflit principal lorsqu'il remarqua le liquide sombre qui suintait du miroir et ruisselait le long des conduits de ventilation, précisément vers l'endroit où se tenait Henri. Chaque interaction entre les personnages révélait une nouvelle strate de complicité et de culpabilité collective, car nombre des invités âgés semblaient reconnaître l'odeur de fumée et d'huile qui imprégnait désormais l'air, ravivant des souvenirs qu'ils avaient passé leur vie à refouler. Il n'y avait plus de place pour les dialogues creux ni les politesses. L'urgence de trouver une issue avant que la dernière bougie ne s'éteigne poussa Julien à se diriger vers la cave, sachant que résoudre ce mystère était la seule clé pour ouvrir les portes verrouillées du manoir. Le silence qui s'était abattu sur le hall depuis l'explosion de la dernière lampe fut rompu par un bruit sourd venu des sous-sols, une secousse qui fit vibrer violemment les cristaux du lustre de Murano.
Avant qu'Henri n'ait pu donner de nouveaux ordres aux domestiques, l'immense miroir baroque au centre du hall se brisa de part en part dans un claquement sec et l'épais verre se volatilisa en 1000 morceaux. Derrière le cadre vide, une brèche dans le mur de maçonnerie, inconnue de tous, apparut, révélant un escalier en colimaçon dissimulé descendant dans les entrailles obscures du château, d'où s'échappait un souffle glacial aux effluves de terre humide et de fer rouillé. Le choc paralysa les invités, mais le véritable choc survint lorsque le capitaine Renard s'avança, éclairant l'intérieur de l'ouverture avec sa lanterne de service et dévoilant un objet qui allait bouleverser le cours de cette soirée. Collé au mur à l'entrée du passage secret, sous une couche de poussière vieille de 80 ans, se trouvait la casquette militaire parfaitement conservée du grand-père d'Henri, à côté d'un journal relié cuir orné de l'emblème de la résistance française. Julien s'approcha rapidement et récupéra le carnet avant que le prince n'ait pu réagir. Tandis qu'il feuilletait les premières pages dans la pénombre, la vérité éclata au grand jour. Les disparus de 1944 n'avaient pas fui, et l'or n'était pas un héritage légitime. Le grand-père d'Henri les avait attirés dans un faux banquet de célébration, dans cette même pièce, et après les avoir drogués, avait emmuré leur corps vivant dans la cave pour confisquer leurs biens et sceller son pacte avec les collaborateurs. La révélation fut un véritable coup de massue pour la mariée, Élise, qui arracha le bijou de famille Valois de son cou et le jeta à terre, refusant tout lien avec une lignée bâtie sur le massacre d'innocents. Henri, voyant son empire des apparences s'effondrer sous les yeux de toute l'élite parisienne, ne se laissa pas submerger par les larmes ou la réflexion. Sa réaction fut d'une violence froide et désespérée. Il sortit un revolver ancien de la poche intérieure de sa veste, une arme qu'il gardait pour les situations d'extrême urgence, et le pointa droit sur la poitrine de Julien, exigeant la restitution immédiate du registre. Les visages des invités, jusque-là dissimulés par le masque de l'arrogance aristocratique, se crispèrent d'une terreur authentique lorsqu'ils comprirent que l'homme avec qui ils avaient trinqué quelques minutes auparavant était prêt à répéter le crime de son ancêtre, pour protéger le secret. Le point de non-retour était franchi, les portes restèrent verrouillées, la farce historique avait été dévoilée, et le revolver armé dans la main du prince indiquait que la nuit ne s'achèverait pas sans que le sang ne lave une fois de plus les pierres du château de la Roche-Muet. Le clic du chien du revolver d'Henri résonna comme le tonnerre dans le hall faiblement éclairé, figeant toute réaction des invités. L'atmosphère festive se dissipa aussitôt. Les femmes en robe de soirée se recroquevillèrent contre les murs tapissés, traînant les talons sur les éclats de verre du miroir, tandis que les hommes, jadis imposants dans leurs costumes sur mesure, cherchèrent refuge contre les colonnes de marbre. Le capitaine Renard garda la main fermement tendue, tentant de désamorcer la situation sans laisser transparaître la terreur qui commençait à s'emparer de la pièce. Mais Henri l'écoutait à peine, les yeux rivés sur Julien, le canon de son arme tremblant légèrement sous l'effet de l'adrénaline. La révélation du journal avait transformé l'aristocrate en une bête acculée, dont la seule issue apparente était d'éliminer le témoin qui détenait la preuve matérielle du crime de sa lignée. Julien demeura immobile, le journal de cuir pressé contre sa poitrine, sentant le froid du canon de fer pointé sur lui, mais refusant de remettre le document. Élise, dans un accès de rébellion qui brisait le protocole de soumission que lui imposait sa famille, fit un pas de côté et se plaça entre Julien et son fiancé, défiant Henri d'appuyer sur la détente devant des dizaines de témoins de la haute société française. La réaction de la jeune bourgeoise déstabilisa le prince. Le rapport de force qu'il exerçait s'effondra complètement lorsqu'il réalisa que même le capital qui aurait pu sauver ses biens lui était désormais inaccessible. Loin de reculer, Henri fit 2 pas en arrière vers l'ouverture obscure dans le mur, gardant le pistolet armé, les dents enfoncées dans sa lèvre inférieure jusqu'au sang, dans une expression de désespoir pur et de fureur contenue. Les conséquences de cet événement commencèrent à se manifester concrètement lorsqu'une épaisse fumée, à l'odeur de vieille poudre, s'éleva par l'escalier dérobé, poussé par le vent souterrain soufflant du château.
L'odeur suffocante obligea les invités à se couvrir le visage d'écharpes de soie. Toussant et tâtonnant dans l'obscurité, ils cherchèrent des fenêtres à ouvrir, mais les lourdes vitres de chêne semblaient collées à leur cadre par l'humidité nocturne. Henri, réalisant que l'étau social et physique se resserrait autour de lui, recula d'un pas et disparut dans l'obscurité du passage secret, claquant une lourde porte intérieure en fer, dont le claquement résonna comme un verdict d'isolement. Julien et Renard échangèrent un bref regard et, sans hésiter, s'avancèrent vers l'ouverture dans le mur fissuré, conscients que les conséquences de cette nuit ne cesseraient que s'ils suivaient le prince jusqu'au bout, dans les sous-sols du palais. Descendre les marches de pierre du château de la Roche-Muet, c'était pour Julien plonger au cœur même de l'histoire de France. L'humidité était si dense qu'elle imprégnait ses vêtements, et le faisceau lumineux de la lanterne du capitaine Renard peinait à percer l'obscurité saupoudrée de poussière ancienne. Julien ouvrait la marche, surmontant la panique instinctive provoquée par l'enfermement souterrain, animé par une nouvelle mission qui dépassait son rôle de simple restaurateur. Il était désormais le gardien de mémoire qui réclamait justice depuis 80 ans. Chaque pas sur le sol de terre battue révélait la structure même du palais, des poutres de soutien pourries et des murs de soutènement qui semblaient sur le point de s'effondrer sous le poids de la salle de bal. La traque d'Henri exigeait de la ruse. Le prince connaissait les méandres de ces tunnels mieux que quiconque, tirant parti de l'obscurité et ne laissant derrière lui que l'écho de ses pas précipités et le cliquetis métallique du revolver qu'on réarmait. Lorsque le tunnel bifurqua près des anciens cachots médiévaux, Julien n'hésita pas. Au lieu de se laisser guider par le son trompeur qu'Henri tentait de projeter sur les parois de pierre, il fit appel à son sens aigu de la restauration, identifiant les empreintes de bottes récentes qui avaient brisé la croûte de salpêtre sur le sol du couloir de gauche. Ce changement de comportement, l'abandon de la passivité et la prise en main des recherches témoignaient de la transformation progressive de Julien, de victime des circonstances à artisan de la chute des Valois. L'ultime épreuve de ce voyage survint lorsque le plafond d'une des galeries s'effondra partiellement, bloquant le passage sous de lourds blocs de calcaire et séparant Julien du capitaine Renard. Seul dans la pénombre, entendant le souffle haletant d'Henri à quelques mètres, Julien ressentit le poids de la solitude, mais il ne recula pas pour chercher de l'aide ni pour repenser sa stratégie. Il escalada les décombres instables à main nue, ignorant les coupures sur ses paumes et la sueur qui lui brûlait les yeux, concentré uniquement sur la silhouette de l'aristocrate qui se déplaçait au bout du couloir. L'évolution du jeune ouvrier se confirma là, dans le silence sépulcral des profondeurs, prouvant que l'intégrité et la détermination d'un homme ordinaire pouvaient dompter la peur et désarmer l'arrogance d'une dynastie décadente. L'air, dans les profondeurs du château, était devenu presque irrespirable, saturé par l'odeur de terre humide et l'âcre suie qui s'élevait des galeries inférieures. Julien avançait seul dans la pénombre, guidé par le bruit des pas hésitants d'Henri et la lueur intermittente de la lanterne que portait le prince. Dans la salle de bal, les intrigues secondaires atteignaient leur dénouement. Élise et le capitaine Renard organisèrent l'évacuation des invités vers les jardins, isolant le château et s'assurant que le scandale soit étouffé par la gendarmerie, ne laissant plus que le règlement de compte final entre le restaurateur et l'aristocrate dans les entrailles de la propriété. La tension montait à chaque mètre parcouru dans le tunnel qui se rétrécissait, obligeant Julien à baisser la tête sous les poutres qui craquaient sous le poids de l'étage supérieur. Henri ne courait plus. Le bruit de sa respiration haletante et de ses jurons résonnait contre les parois de pierre, révélant que le noble avait atteint les limites de son endurance physique et mentale. Julien gardait les yeux fixés sur la silhouette devant lui, ignorant la fatigue qui lui raidissait les jambes et les pulsations des coupures à ses mains, se déplaçant avec la précision de quelqu'un qui savait que le moindre faux pas dans cet environnement instable lui coûterait la vie. Au bout du couloir, la lanterne d'Henri illumina une immense porte de chêne renforcée de barreaux de fer,
l'entrée de l'ancienne fonderie du château, là où le grand-père du prince avait scellé le destin des résistants. Henri poussa la porte de bois d'un coup d'épaule et entra dans la pièce, sans se rendre compte que Julien n'était qu'à quelques pas, prêt à le coincer. Le récit s'accéléra brusquement. Leur voie de fuite étant bloquée et le journal contenant les preuves toujours en possession de Julien, les deux hommes allaient s'affronter au cœur même du secret qui avait alimenté la mascarade des Valois pendant près d'un siècle. La fonderie était un carré parfait de pierre noircie où le plafond bas semblait écraser l'air raréfié. Au centre de la pièce, sous la lueur vacillante de la lanterne posée au sol, Henri se retourna brusquement, le visage défiguré par la sueur et la suie, et pointa le revolver droit sur la tête de Julien. L'aristocrate déchaîna sa fureur dans un coup de feu qui résonna comme une explosion contre les murs étroits. La balle effleura l'épaule du restaurateur, faisant éclater le plâtre du mur juste derrière. Julien ne recula pas. S'avançant avec la force accumulée de celui qui porte la vérité entre ses mains, il se jeta sur le prince avant que celui-ci n'ait pu réarmer son arme, les projetant tous deux contre le mur de maçonnerie au fond de la pièce. Le choc de la collision révéla un détail crucial qui allait bouleverser le cours de cette nuit. Le mur contre lequel Henri avait heurté le dos n'était pas de la roche massive, mais une fine couche de briques creuses et de mortier pourri qui céda instantanément sous le poids des deux hommes. Dans un fracas assourdissant, la structure s'écroula, révélant une fosse dissimulée et mettant au jour l'horreur gardée secrète pendant 80 ans. Les restes squelettiques des résistants disparus, emmurés côte à côte, entourés de caisses en bois pourri, portant le sceau de l'or volé à la résistance française. Henri tomba à genoux au milieu des décombres et de l'or de son héritage maudit, paralysé par le choc de voir le crime de son grand-père exposé si brutalement et littéralement sous ses yeux. Julien, les yeux rivés sur la transformation grotesque de celui qui, quelques minutes auparavant, se prenait pour le maître de la Loire, s'avança et repoussa l'arme d'Henri d'un coup de pied avant même que le noble n'ait pu réagir. La métamorphose du restaurateur s'acheva dans cet instant de silence absolu au sous-sol. Il n'était plus l'ouvrier soumis aux ordres d'un patron arrogant, mais l'exécuteur d'une justice historique qui avait attendu des décennies pour se manifester. Au-dessus d'eux, le son des sirènes de gendarmerie commença à résonner, étouffé par les fissures du plafond, annonçant que l'empire des mensonges des Valois s'était complètement effondré, enseveli sous la vérité même qu'ils avaient tenté de dissimuler. L'aube se leva sur la vallée de la Loire, froide et grise, baignant le château de la Roche-Muet d'une clarté implacable qui le dépouilla de toute sa splendeur passée. Dans la cour de Gravier, les projecteurs des véhicules de gendarmerie fendaient la brume matinale, tandis que les experts médico-légaux et les historiens entamaient la pénible tâche de cataloguer et d'exhumer les reliques et les restes exhumés de la fosse secrète. Henri de Valois fut conduit à l'arrière d'un fourgon de police dans un silence absolu, les poignets de sa belle chemise, désormais tachés de poussière et de suie, les yeux rivés au sol, dépourvus de toute trace de l'arrogance aristocratique qui avait caractérisé son existence jusqu'alors. La ruine de sa lignée n'était pas due à un effondrement financier, mais à l'inévitable révélation publique de la farce morale qui avait fait prospérer son nom pendant 80 ans. Pour les invités qui observèrent la scène à distance, enveloppés dans des couvertures fournies par les équipes de secours, la nuit s'était achevée de façon bouleversante et irrévocable. Élise restait auprès de ses parents, près des grilles de fer, refusant de regarder le château. Sa bague de fiançailles, brisée sur le marbre de la salle de bal, symbolisait la rupture définitive de sa famille avec l'héritage des Valois. À terme, cette découverte allait bouleverser la perception historique de toute la région, transformant le palais d'un monument de fierté nationale en un mémorial de sobriété et de réparation pour les victimes de la guerre, garantissant ainsi que les noms des résistants locaux soient enfin inscrits dans l'histoire avec l'honneur qui leur avait été volé. Julien observait l'activité du haut du même escalier où la nuit avait commencé.
serrant contre lui la boîte à outils en cuir, qui lui paraissait désormais bien plus légère. Ses travaux de restauration étaient officiellement terminés, mais la véritable réparation qu'il avait effectuée n'avait pas concerné les murs dorés ni les miroirs baroques, mais la mémoire même du lieu. En franchissant les portes du château sans se retourner, il sut que le silence qui régnait désormais dans les salles du château de la Roche-Muet n'était plus le silence de l'oppression et de la peur, mais le calme solennel d'un passé qui, après des décennies d'enfermement, avait trouvé la paix et la justice. Des mois après cette nuit d'automne, le château de la Roche-Muet demeurait fermé, mais les salles, jadis animées, ne résonnaient plus de musique de bal, ni du tintement des coupes de champagne. Les fenêtres ogivales, désormais dépourvues de leurs lourds rideaux, laissaient entrevoir des pièces vides, drapées de draps blancs, comme si le palais lui-même était entré dans une longue période de deuil. Julien marchait sur le trottoir de la principale avenue parisienne, observant les gros titres des journaux relatant le procès historique de la famille Valois et la restitution des biens confisqués aux héritiers légitimes des résistants. Cependant, une petite note en bas de page attira son attention. Le journal intime en cuir du grand-père d'Henri contenait des pages cryptées encore non déchiffrées, suggérant que l'or trouvé dans les douves n'était que la première partie d'un secret bien plus vaste, disséminé dans d'autres propriétés de la vieille aristocratie européenne. Chaque grande histoire recèle une vérité que le temps ne peut effacer, et le silence du château de la Roche-Muet témoigne que le passé finit toujours par se rattraper. Mais la question cruciale demeure. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour protéger un secret qui ne vous appartient pas, mais qui est le fondement de tout ce que vous possédez? Si vous avez ressenti la tension dans chaque couloir obscur et été impressionné par le rebondissement au cœur du palais, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos impressions sur le choix de Julien. Abonnez-vous et partagez cette histoire avec tous ceux qui apprécient les mystères réalistes, captivants et glaçants. Votre participation est essentielle pour que ces vérités oubliées soient révélées. We need too many things. Okay, we go. Oxygen? Oh. What was that? Was that a bird? Or flying? Guys, I got this! I'm gonna help the ship! The Aurora suffered orbital hull failure. Cause unknown. 0 human life signs detected. Great. I love being alone in alien planets. It's kind of like my favorite thing to do in my pastime. I'm doing great, thank you. Thank you. You're so supportive. You're so nice and supportive. I appreciate it. I will save again because I'm a little bit nervous. And I will save. Oh god. Use it in the water, duh. Of course. Whee!